de parler sur ce sujet qui est passionnant. Je travaille donc à l'hôpital Raymond Poincaré. J'ai fait ce topo avec Christine Lautridou, qui est chirurgien orthopédique à Garches et qui travaille avec Philippe de Normandie, qui va prendre probablement son relais dans l'avenir. J'ai travaillé également, vous verrez qu'on parlera des prothèses dans ce topo, et je travaille avec Philippe Piriou, qui est dans le service du professeur Judet, également à Garches. Et pour le rachis, avec Christian Garot de Loubresse, qui est donc chirurgien orthopédiste à Garches également. Alors, ce projet neuro-orthopédique chez l'adulte, il est tout d'abord le même que chez l'enfant, c'est-à-dire d'essayer d'améliorer la qualité de vie de ces patients qui nous sont confiés en relais de la prise en charge infantile. Alors, il va falloir leur permettre d'avoir des activités de vie d'adulte en complément de celles des vies d'enfants, c'est-à-dire de pouvoir sortir, d'avoir une activité professionnelle lorsque c'est possible, d'avoir une sexualité ou une vie familiale également lorsque le contexte le permet. Bien sûr, on n'oublie pas la communication, les possibilités de communication de déplacement, mais il va falloir également préserver les fonctions organiques qui sont mises à mal, notamment chez les patients quadriplégiques. Les conséquences du vieillissement, elles se font sur le plan musculo-squelettique très précocement et on va essayer de les limiter. Alors, le sujet est très vaste, donc j'ai choisi en fait de développer quelques points particuliers. D'abord, quelle était la place de la chirurgie multisite en milieu adulte pour les patients paralysie cérébrale marchand? Quelles sont les principales demandes et que peut-on proposer dans des chirurgies moins lourdes que la chirurgie multi-étagée pour ces adultes? Où est la place de remplacement articulaire prothétique? Quelles sont également les limites de la pompe à baclofène qui prend un essor important dans la population de paralysie cérébrale? Faut-il opérer les quadriplégiques pour mieux les asseoir et quand le faire? Un petit point sur le membre supérieur du patient quadriplégique, dystonique ou spastique, et un point très spécifique sur la myélopathie cervicale, la spondylotique myélopathie, qui sera repris après par Émilie Guetta. Alors d'abord, il nous arrive ces patients avec un passé, un passif, souvent positif lorsqu'ils ont été pris en charge, mais également parfois, malheureusement, des réserves apportées par des choses qu'on n'a pas pu prévoir et qui sont arrivées, c'est-à-dire des hypercorrections notamment après les ténotomies. Alors vous voyez par exemple cette patiente qui a une hypercorrection post-ténotomie des adducteurs, qui a donc une subluxation antérieure de hanche et qu'on a été obligé de reprendre à l'âge adulte pour libérer un petit peu son éventail des rotateurs externes et son éventail du moyen fessier. On est confronté également à ces hypercorrections en extension, post-ténotomie des ischio-jambiers, que l'on arrive à régler en général sur un plan médical par un traitement local de la spasticité, qu'on n'est pas toujours amené à réopérer. Un petit point particulier sur les abaissements de rotules. Vous savez qu'il y a quelques années, on en faisait énormément. Je suis pas sûre que ça prévienne à long terme les douleurs de rotule, malheureusement. Et ça a comme conséquence parfois, lorsque la spasticité du quadriceps était déjà très présente, d'engendrer des marches à genoux raides, ou en tout cas des raideurs de genoux, comme chez cette jeune fille, qui a été opérée d'un abaissement de rotule uniquement du côté gauche, qui a développé un récurvatum et surtout un extensum de genou très sévère. Vous ne pouvez plus plier son genou pour rien, hein, ni pour les escaliers, ni pour marcher, ni pour s'asseoir dans son lit. Alors, vous voyez qu'elle bénéficie d'une prise en charge par injection de toxine botulique dans le quadriceps, ici dans le rectus femoris, mais avec une bonne efficacité. Alors, ça c'est pour les patients, un petit peu les gestes, on va dire locaux, mais on reçoit des patients qui sont raides, qui sont arthrodésés, soit ils ont une scoliose sévère et ils sont enraidis, soit ils sont arthrodésés avec des contraintes importantes sur les membres inférieurs. Ils ont également un passé de chirurgie de hanche, plus ou moins lourd, avec soit des résections tête-col qui donnent des asymétries importantes de station assise, avec des fémurs courts d'un côté, un fémur long de l'autre lorsque la résection est unilatérale, et qui vont obliger à prendre en compte cette asymétrie dans les installations assises pour éviter les problèmes de peau et pour améliorer le confort. Donc cette jeune fille, vous voyez, elle a bénéficié d'une arthrodèse dorsosacrée. Elle a du côté droit, elle avait eu une prothèse de hanche qui s'est décellée tardivement, donc elle a maintenant la résection tête-col, et du côté gauche, une prothèse. Alors quand vous avez un rachis entièrement enraidi,
jusqu'au sacrum, les contraintes sur la prothèse gauche, maintenant qu'on est en train de penser pour elle à faire des transferts aux lèvres malades, sont un problème quand même de gestion et de risque de luxation. Alors ces patients qui nous arrivent vers 18-20 ans, parfois un petit peu plus tard, nous posent des problèmes de savoir où les opérer. Pourquoi ? Parce que chez le polyhandicapé, on a des problèmes de gabarit. Vous voyez, ce jeune homme, il a 22 ans, il est tout petit. Et si on propose ce patient en milieu adulte, tant sur le plan chirurgical que sur le plan anesthésique, il y a des soucis. Il y a des soucis de type de canule trachéale, il y a des soucis de matériel orthopédique. Et on est amené, en tout cas pour ma part, à les remettre en milieu infantile pour la chirurgie et à la reprendre éventuellement en rééducation en milieu adulte, une fois qu'ils ont fait la période chirurgie et anesthésie en milieu infantile, avec des dérogations d'âge. Il en est d'une toute autre manière pour ces patients qui ont un gabarit tout à fait normal. Vous savez que grâce à la prise en charge précoce d'appareillage, d'injection de toxines botuliques et de rééducation, on a différé de plus en plus l'âge des chirurgies, notamment de la chirurgie multisite. On se retrouve maintenant avec des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans à qui on peut encore proposer une chirurgie multisite. Alors c'est une chirurgie qui est bien codifiée, on s'aide de l'analyse quantifiée de la marche, mais moi je voulais mettre un bémol en tout cas sur l'état actuel des choses dans la prise en charge rééducative. Pourquoi ? Parce que c'est une chirurgie longue, c'est une chirurgie longue à double équipe, mais c'est une rééducation longue. On a dit tout à l'heure que c'était au moins 6 mois de rééducation. Alors quand il s'agit d'un enfant, et nous sommes un enfant scolarisé, plus ou moins en milieu adapté, les centres de rééducation infantile associent dans le programme journalier de ces enfants la rééducation, une scolarité adaptée le plus souvent, et puis des activités occupationnelles. Quand vous passez en milieu adulte, et que vous mettez ces adultes en milieu rééducatif, vous avez 2 heures, 3 heures de rééducation maximum, et vous avez souvent une journée vide parce que les équipes, ce n'est pas dans la culture des milieux rééducatifs adultes d'avoir des activités occupationnelles, d'avoir de la scolarité, ou en tout cas pour de nombreux milieux adultes. Et donc, pour ma part, je trouve qu'on est très gêné dans ces rééducations prolongées. Alors, lorsqu'un hôpital de jour est possible, c'est bien, mais c'est pas partout qu'on a des hôpitaux de jour qui permettent une rééducation de qualité dans le cadre de ces interventions très particulières. Donc j'espère que dans l'avenir, on arrivera à développer quelques centres références qui puissent permettre de faire cette rééducation ciblée chez l'adulte. Alors la rééducation multisite, elle pose après des problèmes spécifiques, par exemple de délai de remise en charge post-ostéotomie, de dérotation fémorale ou tibiale. Vous savez qu'on fait des remises en charge très précoces chez l'enfant. On est un tout petit peu plus timide chez l'adulte. On n'a pas aussi les mêmes gabarits. Ça sera développé, je m'imagine, dans les années à venir. Alors ces adultes, quand ils nous parviennent en milieu, ces enfants, quand ils nous parviennent en milieu adulte, ils ont souvent un ras-le-bol quand même. Hein. On est après l'adolescence. Ils abandonnent les chaussures, ils abandonnent les attelles, ils abandonnent souvent la prise en charge en kinésithérapie. Ils nous reviennent vers l'âge, une dizaine d'années après, vers 25-35 ans. Avec parfois des drames dus à l'absence d'entretien orthopédique, l'absence d'appareillage, parfois des prises de poids excessives. Cette jeune fille, on l'avait récupérée avec elle est en période très fine, elle avait pris beaucoup de poids, elle était en fauteuil. Il a fallu reprendre une prise en charge rééducative et un appareillage. Et je crois qu'on abandonne les appareillages un petit peu par ras-le-bol, mais ils sont capables d'entendre à nouveau, quand ils sont vraiment très gênés, qu'ils se dégradent, qu'on peut reprendre des appareillages pour améliorer leur fonction. Voilà, cette jeune fille qui a été d'accord pour remettre des chaussures orthopédiques. D'autant plus qu'elles sont belles maintenant, les chaussures orthopédiques. Ensuite, je ne peux pas m'étendre sur la prise en charge orthopédique du sujet marchand parce que le sujet est trop vaste. On pourrait parler du varius équin, on pourrait parler de l'avenir de l'arthrodèse, des griffes d'orteil. Il y a des choses simples, il y a des choses plus compliquées. Une problématique, par exemple, sur laquelle on répond pas très bien, c'est la luxe valgus. Très souvent, on est confronté sur ces pieds plats valgus à des adultes qui arrivent en disant voilà, j'ai l'orteil de travers, j'ai plus ou moins mal, est-ce qu'il faut que je me fasse opérer ? Eh bien, on reste très prudent parce que ce sont des patients qui ont des phases de propulsion de marche qui sont internes. La luxe valgus est aussi un mode d'échappement qui permet une facilité de passage du pas. Alors, quand on redresse le gros orteil, vous voyez, on peut avoir un accrochage du pas parfois
aggravée. Donc on reste très prudent. C'est pour ça que cette proposition de remettre des orthèses plantaires, de remettre des chaussures orthopédiques me paraît très importante pour conserver le plus longtemps possible les avant-pieds de ces patients, notamment lorsqu'ils ont eu bénéficié auparavant d'une double arthrodèse, puisque l'avant-pied à ce moment-là a des surcharges articulaires importantes. Un petit point particulier sur les problèmes de douleurs lombaires et de d'étage sous-pelvien. Donc vous savez que ce sont des patients, les patients marchants qui marchent en antéversion du bassin importante, ont souvent un étage antérieur spastique et rétracté qui embarquent leur bassin en avant. C'est des patients, si vous leur demandez en station debout d'essayer de faire une rétroversion du bassin, ils en sont incapables. Ils sont lombalgiques, on fait bien sûr le constat de cette lombalgie et son bilan, avec un bilan d'imagerie exhaustive pour pas passer à côté d'un traitement médical, d'une hernie discale ou de quelque chose. Mais il faut toujours penser à savoir si on libère les fléchisseurs de hanche, est-ce qu'on peut améliorer cette lombalgie? Alors il y a des papiers qui sont parus, notamment sur une réflexion sur le psoas, sur la toxine du psoas ou la chirurgie du psoas, qui permet des améliorations. Nous, on a le même raisonnement sur le rectus femoris, parce que ce sont des patients marchants qui ont souvent un stiffness, une marche à genoux raide associée. Et il faut essayer, à mon avis en tout cas, de faire des injections de toxines des rectus femoris, à la fois pour libérer le rachis lombaire d'une partie de ses contraintes, et pour favoriser la marche. Alors, lorsque ça marche bien, on enchaîne sur une chirurgie de décrochage haut à l'insertion haute des rectus femoris avec des bons résultats. Alors, on peut pas parler de la paralysie cérébrale adulte sans parler des hanches et notamment de la coxarthrose. Alors, cette coxarthrose, elle existe dans plusieurs cas. Elle existe lorsque la hanche est fortement dysplasique et que vous avez un cotyle insuffisant, et c'est souvent une coxarthrose polaire supérieure. Et elle existe aussi, notamment chez l'hémiplégique ou chez le diplégique ou le quadriplégique, asymétrique sur la hanche porteuse, celle qui fait tout le travail, et elle va s'user prématurément. Alors, la première chose, c'est d'essayer de mettre en charge le côté opposé quand vous avez chez un marchand une coxarthrose unilatérale. C'est pas toujours facile. Les aides techniques, soit elles sont déjà là, elles n'ont pas attendu la coxarthrose pour pouvoir être utilisées. Mais par des traitements ciblés sur la spasticité, parfois on peut gagner un petit peu de temps. Il faut également essayer de diminuer la tension sur la hanche elle-même. Vous savez, chez ces patients dysplasiques qui sont en rotation interne et en flexion de genoux, avec des hanches un peu hautes, parfois d'avoir un geste médical sur les ischio-jambiers, les adducteurs, permet de diminuer la tension à l'intérieur de la hanche et donc de diminuer les douleurs. On est amené aussi à faire de la chirurgie périarticulaire pour diminuer les contraintes sur ces hanches. Il faut bien sûr les infiltrer. Je crois que c'est bien de les infiltrer lorsqu'ils sont très douloureux, pour qu'ils puissent avoir une meilleure qualité de marche. Alors, que faire lorsque cette coxarthrose résiste au traitement médical? Alors, vous savez que la prothèse de hanche chez le patient spastique a mauvaise réputation, notamment parce qu'elle peut se luxer ou plus facilement se déceler. Alors, ce sont des coxarthroses qui arrivent précocement, dès l'âge de 20 ans, mais on en voit plutôt vers l'âge de 40 ans. On a maintenant des prothèses qui sont quand même très stables. Alors, à Garches, on utilise surtout des prothèses à grosse tête, métal-métal, qui se luxent peu. Et vous voyez ici une prothèse à ancrage cervical. Alors, c'est une nouvelle génération de prothèses, c'est l'avenir qui nous dira s'il faut les conserver ou pas, qui donne moins de risque de fracture sous la partie, sous le manche de la prothèse, en cas de chute. Mais c'était pas pour cette prothèse en ancrage cervical dont je voulais vous parler, c'était surtout pour les prothèses à grosse tête. Alors, faut-il faire des gestes périprothétiques pour favoriser la rééducation après la mise en place de la prothèse ou diminuer le risque de luxation? Nous ne le faisons pas. Parce que ce sont des patients qui marchaient jusque-là, qui étaient habitués à leur rythme de marche. Alors, à la fois de poser la prothèse et de changer complètement la marche d'un diplégique marchand, ça nous paraissait ambitieux. Alors notre politique, c'est plutôt de les prothéser en l'état, et si vraiment on a un muscle secondairement qui gêne, d'abord on le toxine, et s'il faut, on y retourne. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas eu besoin de le faire.
Voilà. Alors la difficulté rééducative, c'est surtout, bien sûr, les mouvements anormaux, surtout à la phase initiale. Alors nous, on se contente de mettre des attelles de Zimmer au lit et puis au début, pour éviter notamment les grands sursauts en flexion. Alors la pompe à baclofen, eh bien, je crois que ça s'est démocratisé, je dirais, la mise en place des pompes à baclofen dans la paralysie cérébrale, enfants et adultes. Évidemment, ça apporte de grands bénéfices. Alors, il faut quand même penser à ce patient qui est le plus souvent au fauteuil, mais qui fait ses transferts pieds au sol, et ne pas perdre l'idée qu'on peut perdre un transfert pied au sol si on est trop mou avec une pompe à baclofen, et que dans l'évaluation, il faudra toujours bien regarder si ces transferts sont conservés ou non. S'ils ne sont pas conservés, et si le bénéfice de la pompe vaut le jeu, pourquoi pas, mais il faudra bien informer et le patient et la famille. Parce que de passer d'un transfert pied au sol à un transfert porté, c'est énorme pour les accompagnants. Alors à prendre en compte de manière spécifique dans la paralysie cérébrale, c'est l'épilepsie. L'épilepsie qui peut être un petit peu mise à mal lors des mises en place de pompes, lors des tests ou lors des dysfonctionnements de cathéter ou de pompe. La majoration de la constipation, qui peut être transitoire mais qui peut être présente et prolongée. La majoration du caractère hypoactif de la vessie du fait du l'urésin intrathécal. Et puis on a vu apparaître des complications un petit peu radiculaires ou rachidiennes sur des conflits entre le cathéter et l'entrée dans le rachis, plus que dans des populations de médulaires. Alors faut-il opérer pour mieux asseoir ? Alors ça se pose bien sûr dans les hanches luxées, comme chez ce jeune homme. Dans ce cadre-là, je crois que c'est pas uniquement pour mieux asseoir qu'il faut opérer. Il faut opérer si la station assise est douloureuse et que cette douleur empêche la station assise. Et non, sinon on arrive à faire quand même des corsets-sièges sur des patients déformés. Mais le vrai problème, c'est plutôt ceux-là, c'est ceux qui sont raides en extension, qu'on n'arrive plus à fléchir et qui vont diminuer leur durée de station assise au fil des années. Alors, vous voyez, ce jeune homme, il a déjà été opéré dans son ancien corset-siège sur la diapositive de gauche, ici. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'il avait une rotation interne de hanche gauche très importante et totalement raide, puisqu'il avait un angle de 45 degrés de rotation externe du segment jambier. Il était à demi allongé dans son installation. Il a bénéficié d'une chirurgie proximale, de libération des éventails fessiers notamment, et puis malheureusement d'une chirurgie lourde de hanche, parce que sa chirurgie s'est compliquée d'une résection tête-col secondairement, pour obtenir une station assise acceptable sur le plan de l'alimentation, de la digestion, etc. La scoliose, c'est un grand sujet. Deux petits mots sur la scoliose. D'abord, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais on est confronté à des arthrodèses et parfois des sepsis tardifs sur arthrodèse. Donc, il faut toujours surveiller les arthrodèses en milieu adulte, prévenir les familles que s'ils voient une boule, une rougeur dans le dos, une petite fistule, un bouton bizarre, qui viennent nous revoir parce que on peut avoir des sepsis tardifs qui obligent à des ablations de matériel qui sont lourdes. Alors, les arthrodèses, la problématique, c'est a-t-on les équipes suffisamment aguerries en milieu adulte et connaissant suffisamment la paralysie cérébrale pour les proposer à des milieux chirurgicaux et anesthésiques et réanimatoires en toute sécurité. Et là, ça dépend un petit peu des régions, mais c'est quand même un problème délicat. Il faut des équipes très investies. Parfois, on est amené à faire la phase initiale de réanimation en milieu infantile, parce que les troubles de déglutition et les troubles respiratoires spécifiques de ces patients sont très lourds à gérer. Alors lorsqu'on ne peut pas les opérer ou qu'on ne souhaite pas les opérer, il faut continuer à mettre des corsets dans les scolioses évolutives de l'adulte. Parce que sinon, on court au drame. Sur les scolioses évolutives, souvent qui sont à plus de 30 degrés. Vous voyez que c'est possible. C'est possible et c'est tolérable en journée d'avoir un corset bien adapté, installé dans un corset-siège. Pour certains, je ne dis pas pour tous. Concernant le membre supérieur, je vais vous passer quelques messages par rapport à mon expérience. Il faut prendre en charge les membres supérieurs, notamment dans le traitement pour la spasticité de ces membres par injection de toxine botulique,
Alors, quand il y a un seul membre supérieur utile, il faut être extrêmement prudent. Parce que souvent, la première réaction quand on a des poignets hyper fléchis, c'est d'injecter ces fléchisseurs de poignets pour essayer de libérer la flexion dorsale de poignet pour avoir une meilleure préhension. Mais on affaiblit quasiment toujours un petit peu les fléchisseurs des doigts, la fermeture de la main lorsqu'on injecte les fléchisseurs du poignet. Ce sont des patients qui sont faibles déjà. Et lorsqu'on aggrave cette faiblesse, on peut vraiment avoir des dégradations fonctionnelles. Alors que lorsqu'ils sont des patients qui ont d'un côté une main, je ne sais pas si elle marche plus, du côté droit chez ce patient-là, une main utile, et du côté gauche une main d'appoint très gênante qui part en chandelier avec un poignet plus fléchi, on a moins de risques. On explique d'ailleurs aux patients, on va commencer par le côté gauche, on va voir ce qui se passe, on va voir si vous êtes content. Et là, on a très souvent de bonnes surprises, c'est que quand on symétrise un peu ces patients, ils ont une exploitation différente de leurs membres supérieurs. Ils vont se servir des deux côtés pour essayer de prendre appui sur leur fauteuil, pour essayer de se redresser. Ils vont essayer d'accéder aux mains courantes. Ils vont découvrir une motricité nouvelle lorsque ça n'a pas été fait en milieu infantile. Voilà, le bénéfice antalgique, on le retrouve extrêmement souvent dans les mains intrinsèques fermées, lorsqu'il y a un conflit entre le pouce, un troisième doigt, etc. Ça, il ne faut pas hésiter. Et chez le grand quadriplégique, on l'a vu tout à l'heure au symposium à l'ergon, qui part en rotation externe d'épaule, il faut bien sûr toxiner les rotateurs. Les rotateurs externes, c'est un geste facile, et on a des bons résultats sur ces positionnements en chandelier. Les indications chirurgicales, elles sont plus réduites. Elles sont plus réduites du côté fonctionnel parce que lorsque vous essayez de réduire un flexum de poignet, vous allez avoir par effet ténodèse un raccourcissement des fléchisseurs des doigts qu'il faudrait allonger si on souhaitait que la main reste ouverte. Et là, on modifie beaucoup le schéma thérapeutique, le schéma fonctionnel du patient. Alors, lorsqu'il s'agit d'une main non fonctionnelle et un poignet douloureux, oui, on peut arthrodéser un poignet, bien sûr. Mais lorsqu'il s'agit d'une main fonctionnelle, il faut être prudent. Cette patiente, elle avait eu 15 ans ou 20 ans auparavant une chirurgie sur ses fléchisseurs du poignet avec une récidive. Mais elle peut conduire son fauteuil quand même. Alors, on a des possibilités de chirurgie, de libération d'une éminence sténale lorsqu'on a un pouce vraiment trop en dedans, etc., lorsqu'il y a des conflits. Mais on reste, encore une fois, assez prudent. Alors, un mot très important sur la compression médulaire cervicale. Chez le patient dyskinétique ou dystonique, on a une spécificité de ces compressions médulaires qui arrivent très précocement et qui sont de diagnostic tardif. Ils sont de diagnostic tardif parce que le diagnostic est difficile. Il s'agit des patients qui vous disent que parfois qu'ils ont quelques fourmis, mais ils ne l'expriment pas toujours. Et puis qui se dégradent. Voilà. Mais qui se dégradent un petit peu tous, les années passent. Donc c'est très difficile de faire le diagnostic différentiel entre celui qui se dégrade parce qu'il a une compression médulaire, celui qui se dégrade parce que il a mal aux joues, parce qu'il a mal au poignet, etc. Alors, en gros, lorsqu'il s'agit d'un patient choréoathétosique ou dystonique, s'il y a une petite douleur de cou ou s'il y a une dégradation, il faut faire de la prévention, il faut qu'ils aient tous une imagerie médulaire cervicale parce qu'on passe trop à côté. Alors le patient le plus classique, c'est celui-ci, c'est le grand choréathétosique quadriplégique. Et donc on va être obligé de les opérer lorsqu'ils ont une compression médulaire. On va être obligé de les opérer, on va libérer la moelle et on va fixer. On va fixer parce que si on fixe pas, ils se déstabilisent. Mais lorsqu'on fixe, on prend le risque de faire se déstabiliser les étages sus et sous-jacents. Parce que vous voyez, malgré sa fixation, il a une très grande mobilité du rachis cervical. Ça a été montré dans les études japonaises radiologiques sur cette hypermobilité de ces patients dystoniques. Donc ce patient-là, vous voyez, il avait été arthrodésé à un niveau. 2 ans après, il a été repris pour une déstabilisation au niveau sous-jacent. Alors, lorsqu'on fait une laminectomie simple, comme pour le patient de gauche, vous voyez sa compression médulaire cervicale ici, qui était d'origine arthrosique. En fait, il avait déjà un listhésis ici, mais qui est passé inaperçu sur la première équipe chirurgicale qu'il a fait pris en charge. Et ils avaient fait, un petit peu comme une cervicarthrose banale, une laminectomie étendue. On le retrouve, nous, 2 ans après, avec une grande déstabilisation. À l'étage qui glissait auparavant, il glisse encore plus et avec une dégradation neurologique associée. Les contraintes post-opératoires de ces patients, elles sont variables selon les équipes. Il y a des équipes qui ne font rien, c'est-à-dire qui laissent le cou libre en post-opératoire. Il y a des équipes qui toxinent en périopératoire, notamment en préopératoire. Il y a des équipes qui mettent une minerve, il y a des équipes qui mettent en halo. Alors nous n'osons
parfois de la toxine, mais pas toujours. Nous mettons toujours une minerve. Ce sont des minerves qui sont faites sur mesure, hein, qui sont des minerves relativement courtes, parce que ces patients qui ont des mouvements du tronc très importants et qui embarquent sinon tous les corsets minerves, lorsqu'ils ont un mouvement du tronc, ça agit sur le cou. Donc on est quand même plus satisfait avec des minerves courtes qui sont réalisées avant l'intervention et qui sont mises chez nous pendant 3 mois. Donc c'est extrêmement contraignant. Alors la grande question, c'est qui va faire la myélopathie cervicale? Il faudrait mieux identifier ces sujets, et parce que plusieurs questions se posent. D'abord, est-ce que c'est l'intensité du mouvement qui déstabilise le rachis? Est-ce que plus le mouvement anormal est puissant, plus il va déstabiliser le rachis? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le fond de laxité? Est-ce que c'est ceux qui ont les mouvements les plus amples? Cette jeune fille, elle a tout le temps la tête comme ça, quasiment. Elle n'a pas fait de compression médulaire cervicale pour l'instant. Est-ce que ce sont ceux qui ont les mouvements les plus amples qui se stabilisent le plus? Est-ce qu'il y a des mouvements types qui déstabilisent? Est-ce que ce sont les mouvements en hyper-extension? Est-ce que ce sont les mouvements en extension-rotation? Je n'ai pas non plus de réponse. Très probablement, en fonction des mouvements, on a des contraintes cervicales différentes sur le rachis cervical inférieur et moyen ou sur le rachis cervical haut. L'autre chose, c'est qu'on ne voit pas que la forme classique décrite notamment par les Japonais de myélopathie cervicale avec des listhésis cervicaux. On voit de tout. C'est-à-dire qu'on voit les formes très mobiles, bien sûr. On voit les formes arthrosiques pures. Et on voit les formes discopathiques. On voit la hernie discale avec la tétraplégie secondaire. Et donc, il va falloir dépister les unes ou les autres de ces formes. Alors, pourquoi ils se dégradent? Ils se dégradent, c'est bien sûr les patients qui n'ont pas de contrôle de tête ou qui ont une tête très dystonique ou dyskinétique, mais aussi ceux qui font tout avec leur tête. C'est-à-dire les quadriplégiques qui n'ont que comme commande de tête leur communication, leur fauteuil, etc. Ils vont surutiliser le rachis cervical et développer une arthrose précoce. Alors la prévention primaire, parce que on aimerait bien qu'ils arrivent le plus tard possible à ces compressions médulaires, mais ça serait bien sûr de travailler en amont beaucoup le contrôle de la tête en rééducation ciblée. Je crois qu'on le fait bien sûr déjà. J'insiste à nouveau là-dessus. Il faut travailler sur la qualité du positionnement. Alors, c'est pas que sur les appuis-têtes qu'il faut travailler. Il faut travailler sur l'ensemble de l'installation pour que les patients partent le moins qu'ils aient un contrôle de tête facilité. C'est souvent quand ils sont très fléchis, un peu enroulés, ils sont souvent plus détendus et ils ont moins d'hyperextension de tête. Lorsqu'ils sont défléchis comme chez ce patient-là, ils ont un mouvement de tête très puissant vers l'arrière. Alors, faut-il toxiner ces patients en cervical en prévention d'une dégradation future? C'est bien sûr la question qui se pose, mais je crois que tant qu'on n'a pas défini précisément quels étaient les patients qui se dégraderaient, c'est difficile de proposer un schéma thérapeutique précoce. Alors on propose ce schéma de toxine cervicale lorsque, bien sûr, la dystonie cervicale est gênante, en espérant qu'on jouera à la fois sur le confort et sur l'avenir. Et dans la prévention secondaire, eh bien, on a parfois des arthrodèses prolongées, comme pour ce patient. Il va falloir éviter le surmenage cervical pour préserver les étages restants, parce que les dislocations atloïdo-axoïdiennes sont bien sûr décrites chez les patients dystoniques. Et pour cela, on a un gros travail de kinésithérapie, d'ergothérapie pour rechercher de nouvelles interfaces de communication, de conduite de fauteuil qui vont le moins possible solliciter le rachis cervical. Voilà, c'était un petit état des lieux de la prise en charge neuro-orthopédique de ces patients qui nécessitent d'essayer de répondre aux attentes, de trouver une prise en charge physique et rééducative et chirurgicale juste en fonction du contexte, parce qu'on se place, on n'a pas les mêmes possibilités lorsqu'on est en masse et qu'on n'a pas de kinésithérapeute, lorsqu'on est travaillant en ville, lorsqu'on est en milieu familial. Alors, je dirais en milieu familial, on utilise beaucoup les séjours rééducatifs parce que c'est à la fois un moment de répit pour les familles et puis un moment de réinduction rééducative pour les patients. Pour les patients travaillant, on utilise beaucoup plus la kinésithérapie de ville et parfois l'hôpital de jour lorsqu'ils sont en temps partiel. Et puis en centre, on essaye d'améliorer et de favoriser les prises en charge rééducatives en centre. Voilà, je vous remercie.